Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité en Fénois. Vous êtes sur La Première, nous sommes le lundi 20 juillet de l'année 2020. Voici les titres de l'actualité ici, en Polynésie. C'est parti. Encore une fois, la jalousie et un nouveau drame à Pirée. C'est le motif, d'après les premiers éléments d'enquête, de la mort d'un homme ce samedi. L'agresseur présumé est l'ex-compagnon de la dame qui partageait la vie avec la victime. Les proches sont en état de choc et de sidération. C'est un point phare pour stopper la Covid-19, le double autotest des personnes venant au Fénois. 4 jours après les premiers vols arrivant de France et des États-Unis, l'Institut Malardais collecte et analyse. Nous irons au cœur de cette organisation. La route est longue et parfois la montée n'en finit pas. C'est le cas pour les jeunes femmes qui veulent faire un métier estampillé garçon, mais avec la volonté, rien n'est impossible. Il faut suivre ses rêves, les poursuivre. Maïna voulait conduire un camion en guise de reconversion. Son carnet de route dans ce journal. Il retourne la Terre pour sonder le cœur des hommes de jadis. Les archéologues mènent actuellement des travaux importants à Wainé. Lire le passé, mais aussi préparer l'avenir. Ces scientifiques espèrent, pareil aux artisans d'antan, donner leur savoir-faire à de jeunes gens passionnés. Nous vous le disions dans les titres, un homme est mort samedi avant l'aube à Pirée, des coups de couteau dans le cou. L'agresseur présumé a été placé en garde à vue ce matin à la DSP. Le fond d'histoire, semble-t-il, la jalousie. La compagne de la personne décédée était l'ex-petite amie du garçon actuellement entendu par la police. Elle a été violemment frappée, elle aussi, par l'individu. Ce dernier a pénétré au domicile des victimes par effraction, et cela dans la nuit. Le compte-rendu des faits avec Ismaël Tagata et Hubert Liaron. Un portail sous-scellé, pas de doute, c'est bien ici qu'a eu lieu le meurtre de Rehia Teihotua. Selon ses proches, c'était un homme sans histoire, d'une grande gentillesse, toujours prêt à donner la main pour aider ses amis. C'est ce que s'accordent à dire les habitants de la servitude Mamatua Yahutapu, un quartier familial proche du Fareva de Pirée. Selon le frère de la victime, Rehia s'était mise en couple avec une femme depuis 2 mois. Aujourd'hui, la famille est sous le choc. Je ne sais pas encore pourquoi lui. Pourquoi lui. Et ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pour faire passer aussi un message pour dire que même à notre domicile, on n'est pas en sécurité. Ça ne s'est pas passé sur la route, dans un lieu public. C'est à son domicile. Ce samedi-là, personne ne se doutait de ce qui se passait dans le quartier, à part l'oncle de la victime, Ramon. Lui et sa femme habitent juste en face. Le matin, un peu avant 6 heures, il entend des cris en provenance de la maison de Rehia, mais ne s'inquiète pas pour autant. Ça a stoppé un peu. Et puis c'est un deuxième cri. Un peu plus, après j'attendais encore un peu, mais le troisième, il est un peu plus fort. J'ai ouvert mon portail, comme si allumé la lumière. Ma femme est venue par derrière et ils ont éteint un peu la lumière d'un coup comme ça. Hein. Je suis venu, c'est éteint, tout est éteint. Puis j'attends un peu ici dans le portail et puis il n'y a plus rien. Tout est calme, je dis, peut-être c'est une petite dispute entre deux, c'est arrangé, vous voyez. Hein. Ferme le portail, je vais là-bas. Après j'étais regarder la télé, le sport et tout ça. Jusqu'à 6 heures, j'ai quitté ici, 6 heures et quelques, pour aller donner à manger à M. Ho. On suppose que le meurtrier n'est autre que l'ex-compagnon de la femme. Celui-ci n'aurait pas supporté qu'elle se remette avec une autre personne. Le jour de l'homicide, l'individu aurait poignardé Rehia, puis aurait passé son ex-femme à tabac. Il l'aurait ensuite abandonné aux urgences du Taoni. Selon la famille, ce sont les vidéos de la caméra de surveillance qui auraient permis de l'identifier. Tout porte à croire que le meurtrier était fortement alcoolisé. Un sac à dos aurait été retrouvé dans la poubelle grise de Rehia avec des bouteilles d'alcool pleines. Des hypothèses que la police prendra en compte pour apporter la lumière dans cette affaire. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous n'avons rien entendu. C'est la DSP qui sont venus chez moi à côté pour nous prévenir qu'il y avait quelqu'un de décédé chez lui à son domicile, mais qui ne connaissait pas son identité. On ne connaissait pas l'identité de cette personne. C'est que samedi dans la journée qu'on a pu identifier son corps pour dire qu'effectivement c'est mon frère qui était décédé. L'individu suspecté du meurtre est actuellement en garde à vue. Il a été arrêté ce matin à Fa'a'a. Rehia avait 36 ans. Il laisse derrière lui une fille de 12 ans. Sa compagne, elle, est toujours à l'hôpital du Taoni. Et une enquête est ouverte donc pour homicide volontaire auprès du parquet
C'est un point crucial dans la prévention de la Covid-19, le double autotest décidé par le pays avec le retour des avions. Et vous le savez, avec toujours le geste barrière qui reste important dans ces moments un petit peu importants de la vie touristique et économique du pays. On va vous montrer les gestes barrières à un instant. Évidemment, distanciation physique, se laver les mains de manière régulière et surtout éviter les accolades qui sont si souvent régulières et qui participent à la culture locale. Donc, soyons tous vigilants pour garder ensemble notre territoire Covid-free, comme on le disait. Je vous le disais juste à l'instant, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe du côté des nouveaux arrivants sur le territoire. Vous le savez, le pays a mis en place un double système d'auto-évaluation, d'autotest. Et bien, ce matin, notre équipe est allée rencontrer une famille du côté de Punaouia qui, justement, a fait cet autotest qui va être, justement, regardé et analysé par l'équipe de l'Institut Malardais. Reportage Laurence Porto avec Patrick Tinsing. C'est parti. Donc, en même temps, tu vas pouvoir, toi... Non, mais c'est maman qui fait. C'est maman qui fait, mais c'est pas toi qui vas faire, hein. Réveil difficile ce matin pour Victoria et Chloé. Les deux fillettes sont rentrées de métropole mercredi dernier et comme tous les passagers de leur avion, elles ont dû effectuer un autotest de prélèvement aujourd'hui avec leurs parents. L'enveloppe leur a été remise au débarquement à Faa avec à l'intérieur les instructions précises à suivre. Voilà, tourne. T'as senti la résistance? Voilà. D'accord, on fait l'autre côté d'abord. Tout va bien, tranquille. Allez, zen. Ça fait un peu mal, en fait ça gratte, mais ça fait un peu tomber des larmes parce que vu que c'est au fond du nez. Qu'est-ce que tu penses du Covid? Est-ce que vous en avez beaucoup parlé dans la famille avant de venir? On n'en a pas beaucoup parlé. Après, je sais que j'ai quelques voisins qui l'ont eu. Et après, on ne regardait pas trop les infos parce que c'était un peu inquiétant et ça nous stressait plus qu'autre chose. Donc voilà. Et quand on t'a dit qu'il fallait que tu fasses le test à Tahiti, ça t'a impressionné ou tu trouves ça normal? Non, je me suis dit que c'était normal puisqu'ils ne voulaient pas que l'épidémie reprenne comme en Guyane. Je regardais pas trop la télé. Pourquoi? Ça t'a fait peur? Un petit peu. Pourquoi? Parce que y avait des gens qui mouraient. Bob et Florence, leurs parents, ont attentivement suivi la procédure imposée par les autorités de Polynésie. Le test est très bien expliqué dans le formulaire. Il est simple et c'est sûr qu'on peut avoir cette petite gêne au fond de la gorge, mais c'est quelque chose qui passe extrêmement vite. Donc je pense que pour les enfants, même pour les enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait utile et facile à faire. Je crains un petit peu pour le retour. S'il y a beaucoup de Covid en France, ici on se sent vraiment protégé. Et c'est vrai que c'est le retour qui fait plus peur en fait. 1 heure plus tard, ils déposent les enveloppes scellées à l'Institut Malardais. C'est ici que sont analysés les prélèvements, directement apportés par les patients ou dans les îles, collectés par les dispensaires puis ramenés par avion. Alors les gens n'auront pas les résultats. On est dans le cadre d'un dispositif de surveillance. Donc ce qui se passe, c'est que c'est traité dans les 24 heures à réception. S'il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de retour. S'il y a une suspicion par contre d'infection Covid, l'information remonte au bureau de veille sanitaire, puisque nous, on n'a pas l'identité des personnes, on a juste un code barre. Et le bureau de veille sanitaire se charge en fait de remonter sur ETIS. Victoria et Chloé devront attendre 24 heures pour être fixées. Elles seront rappelées si elles sont positives. En revanche, en cas de test négatif, elles finiront leurs vacances tranquilles. Voilà, n'oubliez donc pas les gestes barrières comme nous le disions précédemment. Plus loin, Nukuiva aux Marquises, tout se met en place à l'hôpital. En cas de Covid, des travaux sont en cours pour repenser l'espace et rendre formellement étanches les lieux entre les patients et les porteurs éventuels du virus. Ils ont vocation à être rapidement évassanés vers Papeete. De nouveaux équipements sont également venus renforcer le plan d'action. Muriel Arondeau, elle est directrice de l'hôpital. Elle parle de cela au micro de notre correspondante sur place. Les patients qui présentent des symptômes de toux, de fièvre ou autre, avec une présomption Covid, se rendront d'abord au poste médical avancé. Là, on lui fera des tests. En attendant le résultat des tests, le patient retournera chez lui, mais de façon assez isolée pour éviter la propagation du virus si jamais il était positif. S'il est positif, à ce moment-là, il sera acheminé directement sur Papeete. Voilà, se termine notre page sanitaire. Les métiers ont longtemps été gouvernés par le genre, aux femmes les métiers du soin, aux hommes les métiers de pouvoir. Même si les vieux réflexes ont la peau dure, les choses évoluent tout de même dans le bon sens. La liberté de choisir sa profession. Maïna a fait un rêve de reconversion, celui de conduire des camions. Elle le fait désormais avec joie et maîtrise. Mélanie Chong avec Hirote Rotora l'a constaté ce matin sur les routes du Fénois.
Il y a 1 an et demi, Mayna troque la casquette de gérante de snack pour les chaussures de sécurité et se reconvertit dans le transport de marchandises volumineuses. C'est avec assurance et fierté que la jeune femme emprunte chaque jour les routes de Tahiti au volant de son poids lourd. J'ai eu mon snack en 2018 à la Pointe Vénus à Marina. Mais suite à plusieurs vandalismes, vols, casses et tout, on a décidé avec ma petite famille d'arrêter. Et mon tanné a dit, au lieu de continuer à travailler et payer pour rien, viens travailler avec moi en étant chauffeur poids lourd. Cette opportunité, Mayna a su la saisir, notamment grâce à son permis poids lourd obtenu à l'armée en métropole, époque où elle a sillonné les grands axes routiers pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle gère la livraison des marchandises et a su s'imposer dans ce métier précis et technique. C'est pas évident parce que c'est vrai que c'est un monde où il n'y a que des hommes, où ils sont tous costauds et tout. Et puis souvent ils disent que femme au volant est égale à 1. Mais c'est faux. Mais il faut s'imposer et il faut dire, faut être patient. Parce que c'est vrai que nous les femmes, on est beaucoup plus prudentes, on va beaucoup plus lentement que les hommes qui eux sont des bourrins. Que ce soit pour la livraison de nacelles électriques, de dragues ou encore de palettes, cette passionnée de mécanique se sent comblée au volant de son camion. Je suis vraiment épanouie dans mon travail, de 1 parce que je bouge beaucoup. Je suis au bureau mais je bouge beaucoup. Et de 2, je vois du monde et ça fait plaisir quand on voit des papis, des mamies ou des mamans qui me font signe que c'est bien aller une femme au volant, ça change. La mère de famille est l'exemple même que les femmes ont toute leur place dans les métiers manuels au Fénois. Avec le sourire, toujours pour mémoire, seulement 3 femmes conduiraient actuellement des semi-remorques ici à Tahiti. On va partir du côté des îles sous le vent avec un modèle de développement local que Siri Tetouani et ses adjoints sont allés voir de près. La remerie de Taha, 3 fois médaillée d'or au Salon d'agriculture de Paris. Ces produits peuvent faire la nique rivaliser avec des pays de vieille tradition comme le pays légendaire de Cuba. Mais les élus sont surtout transportés là-bas pour connaître la méthode, la voir. Leur but, favoriser l'exploitation de la canne à sucre sur la commune. Avec 2 hectares et de l'huile de coude, donc du travail, de la volonté, on peut espérer un revenu égal au SMIG. Les réactions au micro de notre correspondant, Julien Vesco. Par rapport au Covid, c'est vrai qu'on a eu, avec l'interdiction d'alcool, on a eu une activité en très forte baisse. Donc on a tourné au ralenti, mais maintenant ça vient un petit peu de repartir. Et c'est vrai que la réputation de notre rhum et des rhums maintenant de Polynésie commence à se faire connaître à l'international. Et donc on a un petit peu le vent en poupe. Oui, on a une demande ferme sur la qualité de nos rhums. Un bon signe pour l'économie locale. Nous continuons notre balade dans les centres aérés de Tahiti, dans le souvenir peut-être taquin des chansons de jadis, celles de Pierre Perret. Au temps des vacances, celui des journées qui s'étirent légères, la part du jeu et de l'apprentissage. On apprend en s'amusant, dit le philosophe. Cette maxime semble vraie au centre de vacances de l'association Agir pour l'insertion. Aujourd'hui, c'était athlétisme. La 60aine d'enfants en redemande. Les images sont signées par notre confrère Hiro Terrorotois. Il fouille la terre pour découvrir les anciens secrets des hommes. Nous allons du côté des îles sous le vent. Leur civilisation, les archéologues ont la vision du temps long. À Wainé, ils sont actuellement à l'œuvre sur le site de Maeva. La transmission est le cœur de leur vocation. Témoignage d'hier et volonté de passer le témoin à de plus jeunes qu'eux. Brigitte, Olivier et Heidi Enko nous amènent du côté de ce site remarquable. Depuis 35 ans, cet homme-là s'intéresse aux vestiges de la Polynésie pré-européenne. Et il gratte et il fouille sans relâche. Ici à Maeva, sur l'île de Huaïné, il est missionné par le ministère du Tourisme et il espère pouvoir continuer. Pour nourrir sa passion, certes, mais surtout pour retrouver les traces d'un passé bien antérieur aux vestiges déjà exhumés. En train juste de regarder des dépôts archéologiques plus anciens que l'époque de Le Marais. Le Marais se situé sur la surface. Ça date à peu près à partir du XVIe siècle jusqu'au fin XVIIIe siècle. Et là, on est en train de faire des sons pour voir si on a les dépôts plus anciens. Huahéine, c'est particulier, c'est très très riche au niveau de vestiges archéologiques. Cet archéologue néo-zélandais a choisi la Polynésie parce que c'est ici que tout a commencé et que les structures en basalte et en corail sont bien plus parlantes que celles en bois de son pays. Toutefois, il regrette le manque d'infrastructures pour informer la jeunesse et lui transmettre le goût de la recherche. Un travail lent, long, fastidieux, mais il constate que depuis quelques années, le passé a repris sa place dans le cœur des générations montantes.
Maintenant, les jeunesses polynésiens sont vraiment branchés sur la culture, théorie, c'est bien. Et je crois aussi pour l'archéologie. Et c'est pour ça qu'on avait des jeunes comme Tini Hao, des jeunes polynésiens de le lieu qui veulent apprendre un peu l'archéologie. Et voilà. On espère qu'on a un archéologue-polynésien de souche. 2 jeunes l'accompagnent, ils apprennent la patience sur ces petits carrés de sable qui leur sont impartis. J'ai demandé si je peux venir l'aider. Il a dit oui. Et tu trouves ça intéressant? Oui. L'autre est venu de Tahiti avec cette motivation d'apprendre. Leur histoire, quoi. J'aimerais bien savoir l'histoire de Tupuna. Tu veux devenir archéologue? Oui, j'aimerais bien. En matière d'archéologie, le temps ne compte pas, mais l'argent oui. Avec ses étudiants, Markedov espère que les crédits seront renouvelés, car du travail de fouille à Huaine, il y en a encore pour des dizaines d'années. De belles images et de grandes vocations peut-être en train de naître du côté de Huaine. On va vous rappeler le titre principal de l'actualité aujourd'hui en Polynésie. Évidemment, il concerne un fait divers. Un trentenaire est mort samedi poignardé par l'ex-compagnon de sa concubine. Ce dernier a été placé en garde à vue ce matin dans les locaux de la DSP. Une enquête est ouverte par la justice au motif d'homicide volontaire. Un coup d'œil, comme c'est la tradition, pour terminer ce journal avec le travail des confrères de la presse écrite. Et nos confrères de la Dépêche de Tahiti, évidemment, reviennent également sur le meurtre. Un homme meurt sous les coups de couteau. C'était donc samedi. Merci de rester fidèle à la première. Demain matin, 6h, rendez-vous radio pour tout savoir de l'actualité. Et puis, vous le savez, notre site internet ouvert 24h sur 24. La première, Polynésie. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain soir, 19h, pour le journal en français. Très belle soirée avec nous sur la première. À bientôt. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet